Voyez-vous que je suis convaincue que... je suis convaincue. Non, peut-être qu'ils ont changé l'horaire. En tout cas, je pensais qu'ils étaient ouverts jusqu'à 12h30. Mais il s'avère que non. Qu'ils sont ouverts jusqu'à midi. Et donc je suis arrivée à midi, donc c'était fermé. Donc là, je vais patienter là, parce que si je repars chez moi et que je reviens, j'ai de quoi épuiser, après être vraiment sûre que la réserve, quoi. Et donc non, je vais patienter là, ici. Et en me garant, je m'étais garée de sorte à pouvoir mettre de l'énergie dans la voiture. Là, je vais me garer un peu mieux, parce que je suis pas très bien garée. Je vais me garer comme ça. Ça va être plus proche. Je vais mettre là comme ça. Je peux faire. Je mangerai en rentrant. J'ai simplement pris de quoi patienter. Je pensais que je viendrai et que ça permettrait de brancher ma voiture. J'ai de l'énergie en repartant, malheureusement. Il faut cesser de la voiture. Là, il n'y a pour rien. Faire les démarches.
Je vais préparer un peu mon webinaire à venir. Par contre, ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas rechargé comme il le faudrait mon ordinateur. Donc je ne vais pas avoir suffisamment de charge. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est bien en charge? Oui. Yes. Voilà. Après, il faut que j'aille déposer les clés de bureau. Voilà, c'est sur le temps de pause. Je vais le déposer après. Et de faire les allers-retours. Et en tout cas, tant que je n'ai pas de possibilité de recharge rapide, les prix qui me sont affichés ne sont pas. Il me semble que c'est un peu. Je vais peut-être rentrer dans une petite psychose, mais j'ai un peu l'impression que c'est un peu fait histoire. On ne paye pas 60 € une recharge de voiture, quoi. Et,
trajet, une voiture qui fait un trajet Châteauroux-Orléans, soit à peu près 1h30, 1h45 de trajet. Pareil, en regardant les vidéos sur internet, les gens indiquent les prix de leur recharge et ça me paraît plus correspondre à ce que vaut une recharge électrique que ce qui est actuellement proposé. La détresse psychique des détenus. Ce que je voulais faire entre le webinaire qui a cartonné la décision de justice, je suis vraiment passer au détail. Je pense justement sur la responsabilité de l'État. Ça m'aurait permis de... Je vais lire ça, la paye des sons pour les derniers oubliés du Ségur. Santé mentale et détention. Allez, c'est parti. L'appel des sons pour les derniers oubliés du Ségur. Le 7 avril, les directions d'établissements publics sociaux et médico-sociaux ont adressé à Emmanuel Macron et à Jean Castex une lettre ouverte retraçant les conséquences du Ségur de la santé sur le secteur éolien pour les ASH sur les inquiétudes des professionnels. Alors qu'il portait comme ambition de reconnaître l'engagement des agents publics hospitaliers durant les multiples vagues de la crise sanitaire et de les fidéliser, le Ségur mis en œuvre dans les établissements sociaux et médico-sociaux produit l'effet inverse. Il se résume à ce paradoxe. Des efforts inédits pour la revalorisation du secteur, certes, mais une frustration et une tension extrême dans les établissements. Les tensions, je sais pas ce que l'Assemblée. Depuis fin 2022, les directions d'établissements publics sociaux et médico-sociaux font remonter à leur autorité de tarification et au ministère de rattachement les conséquences dramatiques de l'application inéquitable de la Ségur de la santé dans les champs du handicap et de la protection de l'enfance. C'est le champ du handicap et de la protection de l'enfance, pas dans le milieu hospitalier. La mobilisation des directions comme des professionnels de terrain est massive et les alertes quotidiennes courrier au ministre des tutelles, motion de conseil d'administration, communiqué. Les annonces de Jean Castex lors de la conférence du 18 février dernier sur l'extension des 183 euros net mensuels à la filière socio-éducative constitue indubitablement une bonne nouvelle et une réelle avancée. Pourtant, les personnels restent très amers et la tension ne s'apaise pas. Début avril 2022, aucune information n'est parvenue sur la liste des métiers concernés. Le calendrier de mise en œuvre est flou. Les professionnels concernés sont fatigués d'une attente qui n'a trop longtemps duré et qui a entamé leur confiance. Nombre d'entre eux sont partis vers d'autres établissements éligibles au Ségur. D'accord.
du handicap et de la protection de l'enfance. Il et elle sont cuisiniers, jardiniers, agents d'entretien, agents de maintenance, chargés de paye, assistants administratifs, lingères, chauffeurs, ouvriers qualifiés, secrétaires administratifs, attachés d'administration hospitalière, femmes et hommes invisibles et indispensables au fonctionnement quotidien des établissements. Sans eux, aucun établissement social ou médico-social ne peut assurer sa mission quotidienne d'accueil, d'accompagnement, d'hébergement. Ces professionnels ont en charge la préparation des repas, la conduite des enfants à leurs rendez-vous médicaux, l'entretien et le nettoyage des espaces de vie. Ce sont eux qui assurent la gestion des stocks, la commande du matériel, la préparation des fiches de paye pour le personnel, la gestion des plannings. Ils n'ont cessé durant la crise de se mobiliser malgré l'absence de masques et le gel de début de pandémie. Il fallait continuer à préparer les repas pour les enfants, à gérer les salaires des personnels, à régler les contraintes logistiques liées à la pandémie et liées à nettoyer, à désinfecter les espaces, à renettoyer pour en protéger les enfants et adultes accueillis. Beaucoup d'entre eux, pas de travail à distance possible. Certains sont allés au travail, la peur au ventre pour assurer la continuité de service, tenir et maintenir un quotidien au sein des établissements et services aussi normal que possible. Malheureusement, ces professionnels des filières administratives, techniques et logistiques, dont on estime qu'ils sont 3000 dans la fonction publique hospitalière, ne sont ni nommés ni évoqués à aucun moment nulle part dans le Ségur de la santé. Qui leur a dit merci et pourquoi ne sont-ils pas concernés par le Ségur dès lors qu'ils n'exercent pas à l'hôpital ou en EHPAD? Iniquité de traitement. Quelle est la logique dans la gestion du Ségur par le gouvernement? Certains établissements plutôt que d'autres, certains métiers plutôt que d'autres, avant pour certains et après pour d'autres, toujours pas pour les administratifs et services généraux. Contrairement à ce qui peut être affirmé par Matignon, ce n'est pas une logique des métiers qui prévaut dans les arbitrages sur le Ségur, mais bien aussi une logique de statut d'établissement et de financeur. C'est ainsi que l'on arrive à une situation où le traitement n'est pas le même selon que le professionnel exerce dans un établissement rattaché à un hôpital, un EHPAD ou non, qu'il exerce dans un établissement financé par l'assurance maladie ou le conseil départemental. La discrimination se faisant selon le type d'établissement, ceux exclus de la mesure n'ont aucun moyen de lutter puisque la structure éligible à la revalorisation proposera pour exactement le même diplôme et les mêmes fonctions de rémunération supérieures à 183 €. De fait, cela crée des désavantages concurrentiels pour certains établissements au sein même de la FPH, censés pourtant offrir les mêmes conditions à tous. Résultat, ces établissements sociaux et médico-sociaux, sans aucun levier devant le départ de leurs ressources vives vers d'autres établissements publics ou associatifs sanitaires et médico-sociaux éligibles au complément de traitement indiciaire, se retrouvent en grande difficulté avec une fuite de leurs professionnels et des difficultés historiques de recrutement. Si le tir va être corrigé pour certains professionnels, extension de la filière socio-éducative et certains établissements, notamment ceux à financement départemental, on ne sait pas encore selon quelle modalité et quel calendrier il faudrait éviter que se répète le scénario de la prime Covid, pour laquelle l'application a été laissée à l'appréciation de chaque conseil départemental. Diriger un établissement dans la pré-crise peut donner du sens. Les différentes alertes portées depuis plus de 18 mois par les directions sont devenues depuis une triste réalité. Nombre d'établissements sont contraints de fermer les services et font face à des départs massifs dans les services éducatifs, soignants, logistiques, administratifs.
nombreux établissements sont confondus. Dans ce contexte, tout est devenu plus compliqué pour les managers, les personnels qui restent dans les équipes doivent assurer avec un personnel soit réduit, soit plus volatile. Explosion du recours à l'intérim. Ce qui les fait entrer dans un cercle d'épuisement. Aussi, comment on leur en demander plus tant qu'il restera des exclus des Ségur? La tension ne se tarira pas. Cette extension à tous est une condition indispensable. Pour passer à autre chose. D'un combat seulement salarial, nous sommes passés à un combat aussi symbolique pour la reconnaissance des personnes engagées dans le soin auprès d'enfants et d'adultes vulnérables, et eux aussi invisibilisés. Le combat du Ségur est devenu un combat en faveur d'une cohésion nationale au service de la santé des citoyens les plus fragiles. L'enjeu est aussi d'apaiser rapidement les structures et les professionnels et de redonner du sens à l'accompagnement et à la prise en charge. Il y a urgence à rétablir la confiance entre les opérateurs de terrain et le pouvoir public. 2 semaines après l'envoi de notre première lettre ouverte, la seule réponse de Madame Cluzel est un silence assourdissant. L'appel des 100, c'est pourquoi nous lançons aujourd'hui l'appel des 100 directeurs et directeurs adjoints d'établissements publics handicap et protection de l'enfance de toute la France à l'intention de M. Emmanuel Macron et Jean Castex pour porter la voix des derniers oubliés.